bienvenue à Berck-sur-Mer. Nous sommes aujourd'hui dans Un jour, une ville. Berck connu bien entendu pour sa plage, pour son sable fin, mais aussi pour ses hôpitaux. Nombreux hôpitaux existent ici depuis des dizaines d'années. À l'époque, on y soignait ce qu'on appelle le mal de Potte, puis après, tout ce qui était la reconstruction osseuse. Donc voilà, Berck s'est spécialisé dans la rééducation, notamment des accidentés de la route. Voilà, je vous propose maintenant d'aller toujours sur la côte d'Opale, mais à Étaples, à la rencontre de Monsieur Maire. Il a monté, il y a déjà quelques années maintenant, son entreprise, elle s'appelle Aquadouche. Je vous propose d'aller le rencontrer. Voilà, donc Monsieur Maire, merci de nous recevoir ici dans votre showroom Aquadouche. 15 ans d'expérience, 3 ans que cette entreprise a été créée. Comment on en arrive au monde du handicap? Tout simplement des clients qui m'ont contacté afin de pouvoir réaliser une douche parce qu'ils avaient une salle de bain, une baignoire, et qu'il fallait forcément la modifier parce que malheureusement ils ont eu un enfant atteint d'un accident, et donc il a fallu modifier cette salle de bain qui était toute petite et qu'il a fallu vraiment avoir des idées, travailler vraiment ces ménages pour pouvoir trouver le bon compromis. Et c'est ce qui m'a fait que, à partir de là, le premier projet a été fait et ça m'a plu. J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça pas mal, intéressant. Et puis de voir le visage des gens, un sourire à nouveau, hein, le fait qu'ils puissent prendre tout seul sa douche, pouvoir accéder. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et après, j'ai eu d'autres projets par les organismes. Hein. Il y a beaucoup d'ergothérapeutes qu'aujourd'hui ma carte, qui font qu'aujourd'hui, qui m'appellent régulièrement afin de pouvoir faire les devis, de voir pour pouvoir réaliser les projets. Donc voilà. Alors, vous avez cette spécificité, c'est qu'en fait, vous travaillez uniquement sur du sur-mesure. C'est ça. Hein, il y a rien qui est classique. Exactement. Tout est du sur-mesure. C'est bien ça. C'est bien ça, exactement. On essaie d'apporter cette touche. Malheureusement, quand on parle de médical, on parle forcément de couleurs très tristes ou sombres ou claires, mais très basiques. Le but, c'est d'amener justement cette petite touche personnelle afin de pouvoir oublier ce côté handicap et ramener un petit peu des couleurs. J'essaie vraiment d'amener le maximum de couleurs et oublier qu'on est handicapé. C'est le but. Hein. Alors, vous avez le label Handibat. C'est ça. Hein, quels sont les types de réalisations que vous faites au quotidien? À la base, Aquadouche était pour, fait encore aujourd'hui, les salles de bain classiques. Mais après, quand on a accès à l'univers justement des PMR, de plus en plus c'est les douches. Hein. Je fais beaucoup de douches, personne. Voilà. Donc, baignoire, toilettes suspendues. Exactement, les toilettes suspendues. Ouais, hein, de plus en plus. On leur propose, hein. Souvent les gens ne pensent pas, et puis c'est en voyant un petit peu ce qu'on peut réaliser qui prennent les décisions de faire, et ils se rendent compte que le côté pratique est là. Hein. Est-ce que vous avez eu des réalisations particulières? On a eu bien souvent des dossiers où les gens font appel à d'autres professionnels, hein. Je ne suis pas forcément seul. Là où il y a un petit peu la satisfaction, c'est que les gens qui venaient n'étaient pas en mesure de pouvoir le faire. Ils disaient que c'était pas possible. Et moi, je suis arrivé sur les chantiers et je dis mais c'est possible. Et en 3 ans, vous avez fait combien de réalisations à peu près déjà? Une quinzaine. D'accord. Une quinzaine sur les PMR, hein, j'entends bien. Hein. Une quinzaine, oui. Hein. Alors vous êtes situé en plein cœur de la côte d'Opale, ici à Étaples. Donc là, les gens qui nous regardent, on peut leur dire, si vous êtes de Dunkerque à Cailleux-sur-Mer, il n'y a aucun problème, on peut vous appeler. Exactement, il n'y a aucun problème. Donc on rappelle votre numéro qui est le 03 21 09 98 38. C'est bien ça. Et si vous n'êtes pas à votre magasin, on vous joint sur votre portable au 06 84 29 01 71. C'est bien ça. Bon, et bien écoutez, tout est dit. Merci de votre accueil. Merci, à vous aussi. Nous sommes ici à l'aéroclub de Berck avec son président Philippe Cornu. Philippe, merci de nous accueillir ici à l'aéroclub. Alors vous allez d'abord nous parler un petit peu de cet aéroclub. Après on discutera ensemble effectivement du côté accessible aux personnes handicapées. Mais parlez-moi déjà de cet aéroclub, son histoire, sa vie.
Alors l'aéroclub de Berck, bon, c'est un vieil aéroclub, puisqu'il a plus de 80 ans, qui a été créé au tout début de l'histoire de l'aviation pratiquement. Parce que Berck a vu les premiers vols de Gabriel Voisin en 1904 en particulier. Et bon, après l'aéroclub a vécu avec différents aléas bien sûr. Et là depuis donc un peu plus d'une quinzaine d'années, suite à disons un aéroclub qui avait beaucoup périclité, on a essayé de remonter l'affaire en changeant les machines, en changeant tout ça. Et on s'est orienté un peu vers le vol au profit des handicapés. Le club aujourd'hui dispose de 3 machines. C'est-à-dire qu'on a un Piper PA28 Archer 2. La deuxième, c'est le Lionceau qui est juste derrière dans l'axe, qui lui est un biplace qui nous sert à l'école de pilotage. Alors Philippe, on est venu aujourd'hui pour parler de handicap, d'où la 3e machine. D'où la 3e machine qui est notre ULM A22 que l'on a acheté l'an dernier. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on aille jusqu'à cette machine où viendra nous rejoindre après votre instructeur. Voilà, qui est là. Alors vous m'expliquiez tout à l'heure que cet avion, les modifications ont été faites par l'usine avant de vous le fournir, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Parce que vous l'avez acheté neuf. On l'a acheté neuf. D'accord. Est-ce que c'est la proximité avec les hôpitaux berquois qui fait que vous ayez cette ouverture sur le monde du handicap ou ça se fait aujourd'hui de plus en plus pour les Non, je pense clubs? que non, honnêtement, c'est la proximité avec les hôpitaux berquois. C'est ça. L'apprentissage, comment ça se passe? Vous avez un moniteur, un instructeur? On a un instructeur qui est un instructeur ULM qui forme les personnes valides et les personnes handicapées sur notre machine. Eh bien, faisons sa connaissance. Voilà. Bonjour Serge. Bonjour. Alors Serge, instructeur, ça tombe bien, j'avais plein de questions à vous poser. Bien, on va essayer d'y répondre. Ouais. Ben, ma première question, c'est de se dire qu'aujourd'hui, grâce à l'ULM, c'est peut-être la possibilité pour les personnes en situation de handicap de toucher l'aéronautique, voilà. Parce que c'est quand même compliqué avec un avion normal. C'est vrai que c'est une possibilité qui est offerte, qui est beaucoup plus intéressante que par l'avion. Enfin, je pense que Philippe vous a expliqué qu'en fait, avec les certifications, etc., c'est quand même plus compliqué de piloter un avion en tant que tel, en qualité de personne handicapée, bien sûr, des membres inférieurs, que sur l'ULM, qui est quand même plus accessible. Pour un budget de 5 000 €, on peut être lâché. Ouais, moins que ça même. D'accord. Moins que ça. Je pense que, enfin, c'est très variable d'une personne à une autre, mais je pense que pour 3 000 €, enfin, on a déjà une très bonne formation. Une très bonne formation. Alors, expliquez-nous un petit peu comment cet avion en fait a été transformé. Je suppose que c'est toutes les commandes à pied qui Voilà, c'est un appareil adapté au pilotage pour les personnes à mobilité réduite, mais des membres inférieurs seulement. Il faut avoir la totale capacité des membres supérieurs. Et pour tout candidat, il suffit d'avoir un certificat médical de son praticien qui atteste que la personne est capable de piloter, faire de la pratique de l'ULM en fait. D'accord. Tout simplement. Et là vous avez donc la manette des gaz. Mais cette manette, la particularité c'est qu'elle est couplée au palonnier, c'est-à-dire à la commande qui gère la gouverne de direction à l'arrière. Voilà. Et en même temps, vous voyez que la manette des gaz pivote. Donc voilà. Vous pouvez à la fois accélérer et diriger la gouverne de direction. Et là, les deux sont couplés sur une seule et même commande. Donc les palonniers et les gaz. Aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup d'élèves qui sont passés sur votre aéroclub. 6 en tout, mais c'est une activité qui commence. Puisque en fait on a l'appareil depuis peu et puis je suis disponible plus particulièrement depuis le mois de mars. Donc en fait c'est une activité qui débute. Bon bah écoutez Serge, merci encore. Philippe, merci de votre accueil. Merci à vous. Et alors donc le club est ouvert toute l'année ? Le club est ouvert toute l'année. Bon, il n'y a pas toujours de la permanence parce que c'est une association loi de 1901, donc avec des très faibles moyens. Qui repose sur ses bénévoles. Exactement. Et le bénévolat, c'est comme le reste, ça se perd. Voilà. Donc on n'a pas toujours quelqu'un en permanence, c'est évident. Mais les numéros de téléphone sont disponibles et on est toujours joignable par les personnes qui veulent avoir des renseignements ou, disons, nous rendre visite directement. On prend rendez-vous, il n'y a aucun problème. Eh bien, merci.
Voilà donc avec nous Florine. Florine, vous êtes la maman de Brune. Brune qui a une maladie orpheline que vous avez découvert en fait la veille de ses 2 ans, c'est bien ça? C'est ça, bonjour, oui, on a découvert le syndrome de Brune, syndrome de Schimke qui a été découvert au mois d'avril, le 18 avril. Comment ça se passe dans les faits? On a voulu rechercher le syndrome parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose. En tant que parent, on se rend bien compte que quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose qui ne va pas. Brune est déjà de petite taille, a un très gros retard de croissance et elle était souvent malade. On a passé l'hiver à l'hôpital, sa première année, ça a été un peu catastrophique. Et voilà, c'était les premiers signes apparents du syndrome. Et après, c'est une maladie qui est très compliquée et qui touche énormément d'organes aujourd'hui. On sait à peu près combien de personnes sont atteintes de cette maladie dans le monde? Alors, c'est un cas sur 1 million. On sait qu'en France, on est à peu moins de 10 enfants reconnus aujourd'hui, diagnostiqués. Il y en a peut-être qui sont en attente de diagnostic, mais oui, c'est très très peu. Depuis la création de cette association que vous avez appelée La Vie de Brune, justement, des parents sont mis en contact avec vous? Il y a des relations entre les 10 parents? Oui, on est rentré en contact avec des familles françaises, des familles étrangères aussi. Oui, ça aide pas mal de pouvoir échanger et de pouvoir réunir nos forces face à la maladie. Alors vous me disiez en aparté que le diagnostic de votre fille est limité. On sait que c'est une maladie qui malheureusement évolue vite, mais il y a une petite fenêtre d'espoir derrière tout ça. C'est aux États-Unis que ça se passe et ça coûte très cher. C'est ça. On a l'espérance de vie aujourd'hui en moyenne, sur le peu de recul qu'on a vu le très peu de cas, en moyenne c'est de 9 ans. Il y a des enfants qui sont partis bien plus tôt. Voilà, notre but c'est aujourd'hui que ça n'arrive plus et qu'on puisse changer les choses. On s'est mis en contact avec une fondation aux États-Unis dont les 2 parents ont créé cette fondation. Et ses parents ont 2 enfants atteints du syndrome de Schimke et ils ont créé un centre de recherche, le seul centre de recherche unique au monde. Et en 3 ans de temps, ils nous ont trouvé un protocole pour régler une partie de la maladie qui aujourd'hui ce protocole rallongerait l'espérance de vie de ces enfants. On compte bien en faire bénéficier Brune, mais pour ça, oui, il faut 1 million d'euros pour le protocole. 1 million d'euros. C'est juste... c'est énorme. C'est énorme. Après, on se dit que rien n'est impossible. Mais exactement. 1 million de Français à 1 euro. On peut y arriver, on peut y arriver. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire parler de la maladie, de faire découvrir ce syndrome et que tous les enfants ne restent plus dans l'ombre non plus. Ils sont là, ils existent et ils ont le droit à un traitement comme tous les autres enfants. Alors, on va bien naturellement dans quelques instants en parler et on va même lancer un appel pour qu'on puisse contribuer à notre façon. J'aimerais juste que l'on revienne sur la maladie et son diagnostic pour que vous puissiez donner quelques, pas conseils, mais en tout cas faire profiter de votre expérience à des parents qui pourraient justement être en train de découvrir que leur enfant, comme vous l'expliquiez vous-même, quand on est parent, on ressent les choses, on sait qu'il se passe quelque chose, mais voilà, quels sont les symptômes qui ont fait qu'à un moment on s'est dit, oui, ça correspond à cette maladie? Alors déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la petite taille, le retard très sévère. C'est des enfants qui grandissent pratiquement pas ou très peu, mais vraiment. Là, Brune a 2 ans et demi, elle fait 65 cm et elle fait 6 kg 200, donc ça représente un enfant de, on pourrait dire, 8-9 mois. C'est un retard vraiment très sévère. Il y a la fragilité au niveau des défenses immunitaires. Ensuite, on a ce qui arrive tout de suite, c'est les problèmes rénaux, avec une insuffisance rénale terminale. Ça arrive sur pratiquement tous les enfants, Schimke.
Et après, il y a un risque en grandissant d'AVC et d'arrêt cardiaque, donc le risque neurologique aussi. Alors, vous me le disiez, par contre, psychologiquement, votre fille va bien. C'est ça. Elle évolue comme un enfant de son âge. Elle n'a aucun retard psychomoteur. Elle est même très, très, très intelligente. Comprend énormément de choses. C'est vrai que là-dessus, et c'est aussi une partie qui nous donne l'envie d'avancer parce qu'on voit qu'elle évolue très, très bien et qu'elle se rend compte aussi de tout ce qui se passe autour d'elle, l'hôpital, les séjours, les soins. Elle voit tout ce qui se passe et voilà, c'est loin d'être marrant pour des enfants. Mais j'imagine. Alors, comment peut-on vous aider aujourd'hui? Quelqu'un qui regarde cette émission, qui a compris que vous avez besoin d'1 million d'euros pour allonger la vie de votre enfant, comment on peut vous aider, Florine? Alors, on a une page Facebook, on a une page Instagram, La Vie de Brune. Il y a une cagnotte Litchi qui est en route, une cagnotte associative pour les USA. Il est possible aussi de nous envoyer un don par voie postale. À l'association? À l'association. Alors, on va donner l'adresse qui va s'afficher sur votre écran. Oui, alors c'est l'association La Vie de Brune, 43 avenue Villemessant, 62 520, Le Touquet. Voilà. Eh bien écoutez, on va avec notre petit moyen faire ce qu'on peut pour relayer au maximum l'information. J'espère que de nombreuses personnes, et puis vous me le disiez tout à l'heure, si seulement 1 million de Français donnaient chacun 1 euro, eh bien le problème est réglé. Donc il n'y a pas de petit don, que vous donniez 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros ou plus, s'il vous plaît, donnez. Merci encore. Merci. Et puis j'espère que d'ici quelques mois, on aura des bonnes nouvelles à annoncer à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Quand on parle fauteuil roulant, il y a les vendeurs de fauteuils roulants et puis il y a les autres. La personne que je vais vous présenter maintenant fait partie de cette deuxième catégorie. Il s'appelle Gérard et pour lui, la vente n'est pas seulement ce qui le motive, ce qui est très très important, c'est l'humain. Suivez-moi. Bonjour. Salut. Ça va Gérard? Bah écoute, impeccable. Bon, je suis en train d'expliquer à l'instant même qu'il y a les vendeurs de fauteuils roulants et il y a les autres. Et Gérard fait partie de cette deuxième catégorie parce qu'en fait, il y a beaucoup plus important que la vente. Il y a tout l'aspect humain qu'on retrouve ici, dans ce magasin, dans cette entreprise qui est l'atelier du fauteuil roulant. Et rien que pour ça, je suis très heureux d'être là, mon Gérard. Ce qui fait la particularité également de l'atelier du fauteuil roulant, outre ton parcours, puisque tu as un parcours très atypique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu travailles avec aucune marque, mais avec toutes. Oui, toutes. Et c'est cette liberté qui te permet aujourd'hui de pouvoir conseiller à des clients le meilleur fauteuil possible. Voilà. Parce qu'en fait, tu n'es pas tenu par une marque, tu n'es pas tenu de vendre telle marque parce que tu es sous contrat avec eux. Oui. Tu vends le fauteuil qui est le mieux adapté à la personne. Oui, celui que l'on pense qui va remplir les besoins de la personne. Bien sûr, j'ai une entreprise, donc il faut une marge bénéficiaire. Mais ce n'est pas la marge qui fait le choix du fauteuil. Je sais que si je dis telle marque, je vais avoir que tant. Si je fais l'autre, j'aurai plus. Mais ce n'est pas le problème. La chose, c'est de dire, tiens, pour toi, pour tes activités, c'est plutôt ce fauteuil-là qu'il faut prendre. Et que ce soit pour le fauteuil standard, dit standard, même si on n'aime pas le mot, que ce soit pour un fauteuil un peu plus dynamique, actif, on va chercher la solution et pas forcément faire justement avec les marques les plus connues. On va chercher et trouver le matériel qui correspond à notre idée aussi d'après-vente, de technique. Parle-nous un petit peu justement de toute cette gamme un peu variée de... Parce qu'en fait, on parle de fauteuil roulant, mais pas seulement. Voilà. Ici, c'est tout ce qui a des roues. En fait. Oui, et si bien je pars de l'idée qu'il y a le handicap qu'on voit, il y a le handicap qu'on ne voit pas. Et quand quelqu'un me dit, oui, il y a des fois, le handicap, mais je dis, tu sais, il faut partir avec l'idée qu'on a tous un, qu'on ne voit pas forcément, voilà. Et nous, depuis 2 ans et demi, 3 ans, en voyant des gens qui ont un handicap physique, je me dis toujours, mais est-ce bien sûr qu'ils doivent en rester là? C'est pas forcément sûr. Donc en fait, on retrouve tout type de mobilité. Tout. Hein, oui. Et surtout,
dans le loisir. Oui. Oui. Parce que la vie ne s'arrête pas à l'hôpital ou à la sortie d'hôpital. Non. Et parce que justement il faut continuer de vivre, Oui. l'atelier du fauteuil roulant a pensé à tous ces fauteuils qui permettent de nous accompagner, quelles que soient les étapes, étapes de la vie. Donc on essaie, comme on disait tout à l'heure, de trouver le matériel qui techniquement, ça c'est important, d'avoir des bonnes caractéristiques techniques. C'est pas très connu, mais ça présente beaucoup d'avantages pour l'utilisateur. Et puis nous, on est content de pouvoir proposer ces types de matériel. Et ben en tout cas, on a été très content, Gérard, de passer ce petit moment ici à Berck, à l'atelier du fauteuil roulant, de faire ta connaissance et de voir un petit peu la gamme qu'on pouvait retrouver chez toi. Voilà. Ben, c'est moi qui vous dis à tous un grand merci. Berck est souvent associé à l'image du handicap, son accessibilité ne semble pas être reconnue par tous. Il y a eu des choses qui ont été faites, oui, mais il y a encore des choses à faire. Surtout par rapport au trottoir encore. Car quand il y a des bateaux, des trottoirs bas, ça va, mais quand c'est un peu trop haut, si on est en manuel par exemple, en fauteuil manuel, ben c'est difficile pour nous quoi. Si on n'a pas bien le fauteuil en main, pour monter sur le trottoir, c'est difficile. Donc en fait, le problème, c'est l'accessibilité des trottoirs. Oui, le trottoir. Stationnement ? Stationnement, pareil, il y a des voitures qui se garent bien, qui stationnent bien, mais il y en a qui prennent de la place sur le trottoir, incroyable. La dernière fois, j'étais sur un trottoir, il y avait une voiture qui était trop collée à un mur, vous me croyez si vous voulez, j'ai voulu traverser la route, j'étais en manuel, voilà. Je suis partie en recul pour dire de descendre le trottoir. Et là, j'ai une roue anti-bascule derrière mon fauteuil. Ben, il n'a pas fallu, c'était pas encore assez pour que je me retrouve sur le dos et que je me cogne la tête. Donc voilà, ça par exemple. Merci Sabrina. Saviez-vous que vous pouviez faire subventionner vos travaux d'accessibilité ? Madame Masse nous explique tout ça. J'ai une habilitation de l'ANA pour tout ce qui concerne les travaux liés à l'autonomie de la personne. Et c'est vrai que depuis ce début d'année 2019, les dossiers sont dématérialisés. Donc la personne qui souhaite effectuer des travaux dans sa salle de bain, par exemple, elle est obligée de passer par un opérateur conseil. Voilà. Donc d'où mon rôle et mon intervention chez ces personnes, donc de la constitution du dossier jusqu'au paiement de la subvention. D'accord, donc en fait, vous allez sur site, vous évaluez avec la personne ses besoins, vous l'aidez à monter le dossier et vous l'aidez également à percevoir cette fameuse subvention, et là pour vous le travail aura été terminé. Voilà, tout à fait. Donc lors d'un premier rendez-vous, on fait un petit peu le tour de la maison, on évoque les problèmes moteurs de la personne, ce qu'elle souhaite entreprendre comme travaux. Donc à partir de là, je peux commencer à constituer le dossier. Je dois dans ma prestation réaliser ce qu'on appelle un diagnostic autonomie. Donc en fait, c'est un rapport qui justifie le fait d'effectuer des travaux. C'est un peu le même principe que la MDPH. Voilà, tout à fait. Qui vous envoie quelqu'un à domicile pour évaluer vos besoins. Tout à fait. Donc moi, quand j'interviens, la MDPH n'est pas obligée d'intervenir. Alors, merci Monsieur Pernel de nous accueillir chez vous. Je vous en prie. Monsieur Pernel, alors le lien entre Monsieur Pernel et Madame Masse, c'est que Monsieur Pernel, vous avez fait appel au service de Madame Masse, non pas pour vous, mais pour une de vos amies qui est aujourd'hui hospitalisée. Et donc en fait, expliquez-nous un petit peu comment vous avez déjà pris connaissance de l'existence d'une conseillère comme Madame Masse et dans quelle mesure vous avez fait appel à elle. Alors, en fait, ça s'est fait par le biais justement de l'ANA Habitat. Je suis allé sur le site, prenant les démarches administratives, là, j'ai eu en fait la possibilité de aussi obtenir un numéro de téléphone. J'ai donc pu appeler. J'ai donc obtenu une mise en relation avec Madame Masse. Et donc,
j'ai suivi le dossier avec Madame Mas qui... Alors comment ça se passe? Elle est donc venue, comme elle nous l'a expliqué. C'est elle qui vous a orienté dans toutes les démarches, dans les devis, Voilà, tout ça? Disons qu'on a fait le dossier ensemble. J'ai donc suivi bout à bout ce qu'il y avait à faire. J'ai donc pu partager après ce dossier informatique avec l'opérateur conseil, donc joindre des pièces nécessaires après l'envoi du dossier, tels que les devis des artisans. C'est pas vous qui faites appel aux artisans, c'est pas vous qui conseillez tel ou tel artisan? C'est-à-dire quand vraiment les personnes sont un peu perdues, quand il n'y a pas les enfants à côté, quand voilà. Vous pouvez rendre ce service. Oui, tout à fait. En fait, en tant qu'opérateur ANA, on a quand même un rapport privilégié avec les artisans labellisés Handibat. Donc moi-même, je suis labellisée Handibat. Alors vous êtes situé ici sur la côte d'Opale, votre rayon d'action il va de où à où? Donc en fait moi j'interviens ce qu'on appelle en secteur diffus, donc c'est sur certains secteurs mais c'est sur tout le Pas-de-Calais. Ah, tout le Pas-de-Calais? Oui, tout à fait. Ah oui, vous faites de la route alors? Oui, effectivement. Qui fait appel à vous? C'est uniquement des personnalités privées comme ça a été le cas pour monsieur? Ou vous avez également des structures ou des associations qui du coup vous appellent? Donc en fait moi je travaille quand même en étroite collaboration avec les maisons d'autonomie. Donc tout ce qui est ergothérapeute du département. Donc on a une maison d'autonomie ici sur Montreuil, on en a une autre sur Boulogne, sur Calais, sur Saint-Omer. Et voilà, donc moi mes contacts proviennent essentiellement de ces personnes-là. D'accord. Également les artisans. Quand ils se rendent chez une personne et se rendent compte que financièrement ça ne va pas forcément coller au niveau... et que là ils ont besoin d'une petite aide. Et, voilà, tout à fait. Donc dans ce cas-là c'est vrai qu'ils font appel à moi. Et également tout ce qui est CCAS, également les CCAS des communes. Rappelez-nous un petit peu dans quelles circonstances l'ANA peut venir en aide. Donc en fait il y a un critère très très important qui est celui du plafond de ressources. Voilà. C'est la première chose que je vérifie quand j'arrive chez une personne. À partir du moment où elle rentre dans ce critère de plafond de ressources, bien souvent on arrive à faire un dossier qui aboutit forcément. D'accord. Et le plafond de ressources aujourd'hui, il y a un barème qui l'arrête à combien? Alors pour une personne par exemple, une personne seule, c'est 18 000, un petit peu plus de 18 000 euros, revenu fiscal de référence. D'accord. Alors c'était pour ça qu'on a souhaité vous rencontrer aujourd'hui. C'est important aujourd'hui de comprendre le fonctionnement. Là, vous nous l'avez expliqué. Il y a des plafonds de ressources, mais une fois qu'on rentre dans les cases, et ça a été le cas de votre ami, à partir du moment où on rentre dans les cases, eh ben, on peut bénéficier de cette subvention. Déjà, tout le monde n'est pas au courant que cette subvention existe. Non. Tout le monde n'est pas au courant qu'on peut en bénéficier également. Donc ça, c'est important de le rappeler, de le souligner. Et de rappeler également que vous êtes une professionnelle agréée par Handibat et que, à ce titre, vous engagez également votre sérieux dans les démarches pour que la personne soit vraiment la mieux conseillée possible. Tout à fait. Voilà. Quel conseil on pourrait donner aujourd'hui, et là je me tourne vers vous, Monsieur Kernel, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui, ce qui a été votre cas, a besoin effectivement d'être aidé comme ça? N'hésitez pas, allez sur Internet, appelez... Voilà. Moi je pense que c'est le mieux, c'est de téléphoner. On peut donner un numéro de téléphone. Bien sûr. 03 21 22 90 98. Voilà. Donc là, en fait, c'est les bureaux de l'ANA qui sont situés à Arras. D'accord. Donc l'ANA dépend de la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer. Donc à partir de là, on explique un petit peu, il vérifie avec l'interlocuteur si au niveau des plafonds de ressources, ça passe. Et après, c'est eux qui vous transmettent le dossier? En règle générale, on donne mes coordonnées. La participation de l'ANA sur un projet, ça se mesure en pourcentage? Oui. Donc en fait, il y a deux plafonds de ressources. Il y a un plafond de ressources qui permet d'obtenir 35% de subvention et il y a un autre qui permet d'obtenir 50% de subvention. Donc il faut savoir que la subvention s'applique sur le montant hors taxe des travaux. Et est-ce que la subvention de l'ANA est
compatible avec une autre aide ou pas? Elle est cumulable avec toutes les autres aides, D'accord. que ce soit du département, des caisses de retraite. Voilà. Action Logement aussi récemment a mis en place un nouveau dispositif, mais c'est vrai que c'est une aide qui est cumulable avec toutes les autres aides financières que l'on peut récupérer. Eh bien écoutez, je pense que les choses ont été dites, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus clair. Vous nous expliquez comment on peut vous contacter. Est-ce qu'on peut vous contacter en direct ou est-ce qu'obligatoirement on est obligé de passer par l'ANA? Non, on peut me contacter en direct. D'accord. Donc moi ce que je dirais surtout c'est de ne pas attendre de chuter. C'est parce que bien souvent ce sont des personnes comme ça que je rencontre, des personnes qui n'ont pas réussi à sortir de la baignoire, qui ont chuté dans l'escalier. Voilà, il ne faut surtout pas attendre de chuter pour engager des travaux. Parce que c'est vrai qu'on est quand même bien aidé financièrement. Je vous laisse nous redonner vos coordonnées. Donc moi je suis Anne Masse, donc opératrice auprès de l'ANA. Mon numéro de téléphone 06 77 70 96 01. Voilà, et rappelons que vous exercez sur l'ensemble du département du Pas-de-Calais. Merci à tous les deux de nous avoir éclairé sur, d'une part, votre mission, Madame Masse, et en même temps, nous avoir éclairé un petit peu plus sur l'ANA qui, à nos yeux, reste encore méconnue. Oui, tout à fait. Je comprends. Merci. Merci pour l'accueil. Je vous en prie. Voilà, cette émission consacrée à Berck est maintenant terminée. Merci à vous, merci à nos partenaires et à bientôt.